La question, c'est comment l'école va-t-elle répondre à ces demandes? Eh bien, l'école ne va pas répondre à ces demandes avec les ressources de l'économie et de l'État. L'école va répondre à ces demandes en allant puiser, de façon très sélective, dans la culture. Mais la culture, c'est ça le propre de la société moderne. Elle s'est elle-même autonomisée. Elle s'est elle-même différenciée. Elle a connu un processus de fragmentation à partir du XIVe siècle, depuis le Quattrocento. Quattrocento, c'est l'invention de l'art moderne. Puis il y a la science moderne, XVIIe siècle. L'art moderne, la science moderne, se constitue indépendamment de la religion. La religion qui ne disparaît pas. La religion ne disparaît pas en modernité. Grosse erreur de croire que les sociétés modernes font disparaître la religion. Des sociétés très modernes, plus modernes que nous, les États-Unis, où vous verrez bien que la religion ne disparaît pas par la modernisation. Mais la religion, à droite là, elle transforme son statut. Elle cesse d'être la culture englobante. Désormais, elle a devant elle des artistes indépendants, qui d'ailleurs se moquent bien d'elle. Elle a devant elle des scientifiques indépendants, sciences herméneutiques, des philologues. C'était quoi l'Antiquité? Pour une bonne partie des savants de la Renaissance, c'était la manière d'échapper à l'Église et d'aller se prélasser avec les poètes latins et les poèmes grecs un peu scabreux. C'était une affirmation d'indépendance. Donc, la science herméneutique échappe à l'Église, la science naturelle échappe à l'Église, et cette différenciation est le moteur des grandes révolutions culturelles de la modernité dans lesquelles l'école va puiser pour constituer sa réponse aux besoins de l'économie et de l'État. À partir du XIXe siècle, fin XVIIIe, début XIXe siècle, l'école moderne prend son envol, elle devient obligatoire, ça dépend des nations, entre 1870 et 1914, et elle va constituer sa culture scolaire. Une culture tout à fait spécifique, des contenus à transmettre. Elle répond aux exigences de l'économie et de l'État en mobilisant des ressources culturelles variées. La religion et la science, par exemple. Ça ne fait pas nécessairement bon ménage à l'époque, les profs de sciences et les profs de religion. Mais on les met ensemble, on fait la mixture. L'art, la littérature. Alors, à l'intérieur du monde scolaire, va se développer une discussion. Ça, c'est un concept très important. Une délibération qui va permettre de stabiliser provisoirement des accords très provisoires sur les contenus à enseigner, sur les savoirs à transmettre, qui sont dignes d'être transmis. Je dois vous dire ici, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont des lecteurs de Pierre Bourdieu, que Bourdieu n'a pas rendu service ni à la sociologie, ni à l'école, en avançant que l'école était le fruit d'un arbitraire culturel. Rien n'est plus faux. C'est tout simplement faux. C'est faux épistémologiquement, c'est faux dans les faits. Il n'y a pas d'arbitraire de la culture scolaire. Il y a eu une discussion, il y a eu des conflits, il y a des bonnes raisons que l'on peut reconstruire d'enseigner le grec et le latin
si longtemps en modernité ces sciences apparemment désuètes? Il faut se demander quelle était la raison. La raison, c'est qu'en fait l'école défendait son autonomie dans son rapport à la culture. La culture scolaire n'est pas une reproduction de la culture ambiante, elle sélectionne des choses qui sont dignes d'être transmises. Et donc elle hiérarchise. Oui, elle hiérarchise. On transmet Victor Hugo, on ne transmet pas Michel Zévaco, un auteur que tout le monde a oublié, très lu à l'époque, c'était l'auteur de Pardaillan. Tout le monde lisait Pardaillan. C'était très populaire, Pardaillan, au XIXe siècle. Ça n'a pas été transmis, pour de bonnes raisons. Victor Hugo, c'est beaucoup mieux que Zévaco. Sur le plan linguistique, sur le plan de la profondeur. L'école sélectionne, elle hiérarchise. Et donc elle réduit la culture. L'école n'a pas le monopole de la culture. C'est absurde de dire ça, puisque, par définition, la culture se développe en dehors d'elle, là, en bas. Elle n'a ni le monopole de l'éducation, ni le monopole de la culture. Elle transmet une partie de la culture, une partie relativement réduite. Et elle ajoute, alors voilà le point qui est très important, elle ajoute une spécificité qui tient à sa position. Elle n'est pas simplement le médiateur entre les demandes de l'État et de l'économie et, d'autre part, les mondes de la culture. Elle ajoute une spécificité. C'est quoi? Mais c'est la pédagogie. La pédagogie a ses exigences. Elle fournit un socle pour l'autonomie scolaire. Elle fournit un principe de sélection. La pédagogie, ce n'est pas simplement une question de didactique. Bien sûr que c'est une question de didactique. Tout le monde se pose la question, comment je vais enseigner les maths? Est-ce que je vais commencer par les problèmes ou par les théories? Tout le monde se pose la question de savoir comment on va enseigner l'anglais. Est-ce que je vais commencer par des conversations quotidiennes ou est-ce que je vais leur donner des textes? Est-ce que je vais leur donner des règles ou est-ce que je vais leur donner des exemples? Est-ce que je vais leur donner une cassette à écouter en anglais ou bien est-ce que je vais leur donner un texte à lire? Tout ça, ce sont des questions didactiques. Mais la question pédagogique centrale, c'est quoi? La question pédagogique centrale, c'est que signifie faire une personnalité libre? C'est ça le cœur de la question. Et les réponses, les grandes réponses à ces questions fournissent les utopies pédagogiques. Les grandes utopies sur lesquelles nous nous appuyons encore aujourd'hui. Conclusion, je l'ai mis en dernière ligne. La culture scolaire répond à l'État et à l'économie, oui, mais par un décalage potentiellement radical vers un autre monde, qui est le monde de la culture, qui est le monde qui est ici en bas, le monde de la science, libre, la recherche de la vérité, le monde de l'art, les lettres, les arts plastiques, la recherche de la beauté, le monde de la spiritualité, cette grande réserve religieuse de signification, sans laquelle d'ailleurs l'idée même d'émancipation n'aurait pas pu émerger, puisque l'émancipation au sens moderne, c'est la sécularisation de l'idée religieuse du salut. On va donc puiser dans un autre monde pour répondre